bien, bienvenue tout le monde. Je vous remercie beaucoup d'être là de votre présence. Cet après-midi, on va parler d'un sujet qui, je pense, qui tient à cœur à tout le monde lorsqu'on parle des talents naturels des gens. Et nous, on a comme principe de dire, plus un employé est heureux, plus l'entreprise est performante. De là, le titre aussi de la conférence. Pourquoi vous pensez que lorsqu'on dit comment l'utilisation de nos talents naturels accélère-t-elle le rendement ainsi que le désir de s'investir en entreprise? J'aime faire tout le temps une analogie. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont des enfants ici? Connu. Connu. Moi, j'ai un enfant qui a 12 ans et je me permets des fois de faire des expériences. Okay? Vous le savez qu'ils sont évidemment animés par beaucoup de choses maintenant. Facebook, Xbox, tout l'ordinateur en même temps, le téléphone, etc., évidemment. Et on sait très bien qu'ils ont plus de facilité ou de difficulté dans certaines matières. Et je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont, exemple, beaucoup de facilité, leur enfant, au niveau des mathématiques. Y en a-tu? Puis qui, par le fait même, des fois, ont plus de difficulté en français. Ça arrive-tu, ça? Ou l'inverse, hein? Qu'est-ce que notre fameux système scolaire fait actuellement? OK. Exemple, s'il est très bon en mathématiques et qu'il y a de la difficulté en français, le système scolaire dit que vous allez travailler 80 % de votre temps sur votre français parce que c'est là que vous avez de la difficulté. Qu'est-ce qui arrive au bout de la ligne? On néglige les mathématiques. Pardon? Décourage, effectivement. Démotivation. Baisse de rendement. Est-ce que le français s'améliore? Non. Très peu. Est-ce que les maths s'améliorent? Très peu, même qu'ils risquent de descendre. Si on fait l'inverse, je vous le dis, je l'ai fait l'expérience avec mon fils. Je fais plein d'expériences, je vais vous en compter quelques-unes au cours de l'après-midi. Il me l'a dit d'ailleurs, il me dit « Je suis ton cobaye, mais c'est pas grave. » Lui, c'est son cas. Il est meilleur en mathématiques qu'en français. Moi, j'ai dit, on va travailler tes mathématiques 80 % de ton temps, puis 20 % sur ton français, évidemment les autres matières. Et évidemment, il arrive ce qui arrive. Il y a plein d'études actuellement à Harvard, partout, il y a plein de statistiques fort intéressantes qui sont scientifiques et qui disent que si on fait ça, les mathématiques continuent en flèche, le français va s'améliorer un petit peu. Je n'en ferai jamais un king en français avec lui, mais c'est pas grave, il ne peut pas être parfait dans tout. Même si c'est un produit amélioré, il ne sera quand même pas parfait dans tout. Mais il reste que, qu'est-ce que ça a comme effet? Il est content de faire ses devoirs, il est motivé parce qu'il dit qu'il aime ça vraiment, il trouve des façons de faire, il va sur Internet. L'autre fois, il a été chercher la théorie de gaz sur Internet au niveau des mathématiques, etc. Un paquet de facteurs comme ça qu'il utilise au niveau de l'initiative, en plus. OK? Donc, nous, notre prémisse de base, c'est vraiment de partir de ce que la personne a en tant que talent naturel. Évidemment, pour être en psychologie industrielle, nous, on dit les talents naturels, il y a des réflexes naturels, il y a des automatismes naturels qu'on a, et il y a des choses qu'on compense dans la vie. Sauf que si 80 % de ce que l'on fait, on doit compenser, on travaille contre nature tout le temps. C'est le but de la rencontre de cet après-midi. Je vais essayer de rendre ça très interactif, vous allez voir tantôt, pour vraiment conscientiser davantage ça. Parce que plus on travaille sur nos talents naturels et qu'on a une fonction et des responsabilités qui touchent plus notre talent naturel, et on va voir certaines fonctions tantôt, mais plus, évidemment, on accélère notre rendement, puis plus on est intéressé à faire ce qu'on fait. Ça va jusqu'à maintenant? Ici, on part du principe qu'il y a 3 facteurs qui influencent les chances de succès. Une première partie qui est tout ce qui est ce qu'on appelle les réflexes naturels, les automatismes naturels.
tout ce qui part finalement de notre code génétique, ce qui est inné, et on sait que ça se cristallise dans les 3 phases de la vie, là, enfance, adolescence et adulte, le 0-7 ans, 7-14, 14-18, 20, et que ces réflexes-là, je vous dirais qu'à 85 les réflexes ne changent pas beaucoup dans la vie. Évidemment, les gens nous disent, bien voyons Michel, on s'améliore dans la vie. Parfait. Là, on s'en va dans la deuxième facteur, qui est l'actualisation, qui est tout ce qu'on appelle les comportements appris, les connaissances qu'on est allé chercher, les habiletés qu'on a développées, etc., les expériences de travail que l'on a. Qui sont les éléments qu'on appelle des comportements appris? Est-ce qu'on est tous d'accord pour dire que moi, je peux avoir appris ou avoir développé une compétence puis pas aimer la faire? OK? C'est vraiment, on part tout le temps de là. Le troisième facteur, qui est l'environnement, justement, dans lequel on fait partie, c'est-à-dire l'environnement, selon le poste qu'on occupe, selon les responsabilités qu'on occupe. Mais évidemment, ça a un impact très, très, très important parce que ça vient jouer tout au niveau de l'aspect de nos réflexes naturels. Si je vous demandais, par exemple, de signer votre nom sur la page, signer avec votre vraie signature, comme si c'était un chèque. Je peux les prendre à la fin aussi. Là. Prenez votre autre main maintenant et signez. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez pris votre autre main? Gauche, handicapé. Ah, droite pour vous, dans votre cas, handicapé, OK? C'est simple comme exercice, mais dites-vous que c'est exactement la même chose que si on travaille contre nos réflexes naturels à journée longue, c'est comme si on écrivait dans notre autre main. Vous pourriez me dire, ouais, mais au bout de 6 mois, 3 mois, 1 an, je vais quand même m'être amélioré. Effectivement, mais c'est plus astreignant et ça demande beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'efforts. Si je vous demandais la cause de l'épuisement professionnel, c'est directement relié. Vous le savez, on a tous eu des expériences de travail ou des collègues qui ont déjà eu des expériences de travail où lorsqu'on fait un travail qui nous est moins naturel ou à laquelle on n'a plus de difficultés, ça n'a rien, évidemment, absolument rien à voir avec l'intelligence ou les compétences. Mais si je vous demandais à tous les jours de travailler dans le menu détail, d'être précis, minutieux, constamment, puis admettons que dans vos réflexes naturels, vous êtes plus spontané de nature. Qu'est-ce qui va arriver? Démotivation. Démission. Taux de roulement, stress qui augmente, effectivement. Tout ça vient toujours en ligne de compte constamment, si on travaille contre le courant, finalement. Au bout de la ligne, c'est certain, l'entreprise en paye le prix, l'individu en paye le prix, finalement, tout le monde en paye le prix. De là, lorsqu'on parle, nous, et notre prémisse de base, de dire utilisons le plus possible les talents naturels des gens et tout le monde est gagnant là-dedans. Ici, on dit tout le temps, pas se fier aux apparences. On sait qu'en entrevue, par exemple, ce qui est visible souvent, les connaissances, les habiletés, vous le savez, on va faire une entrevue, on va questionner, on va creuser, on va aller voir les expériences d'une personne. Mais évidemment, ce qui est plus difficile à aller voir, ce sont les traits de caractère d'un individu, ce sont tout ce qui est en termes de motivation, en termes d'intérêt et d'attitude d'une personne. Et ça, juste pour vous donner un exemple, même la personne, souvent, elle ne se connaît pas tant que ça. Si on parle, par exemple, à des gens qui ont 18, 20 ans, 22 ans, qui appliquent dans des postes, exemple, d'agents de centre d'appel, puis qui disent, bien, ça va être intéressant, je parle avec des clients, puis je suis en contact, puis etc. Mais ils arrivent là, puis ils ont 3 pieds de corde, puis c'est à 10h moins 10 qu'il faut qu'ils aillent aux toilettes, puis etc. Mais ça change un peu le portrait. OK? Donc, la connaissance de soi a un impact très, très, très important au niveau, autant pour l'individu que pour l'employeur, autre que de dire, y a-t-il de l'expérience dans tel ou tel aspect? Si je vous posais la question, vous avez le choix d'engager quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience
dans un certain domaine, mais il y a vraiment les réflexes pour, il y a vraiment le gabarit pour. Versus quelqu'un qui a 4-5 ans d'expérience, mais il y a beaucoup moins le gabarit. Qu'est-ce que vous feriez? Mais ce n'est pas toujours facile de faire le premier choix parce qu'on se dit, oups, il faut le coacher, il faut l'entraîner, il faut le développer, etc. Et on est tout le temps et constamment confronté à ça, continuellement. Ici, on parle de ce qui est ancré et durable. Okay? C'est certain qu'on va vous faire un exercice tantôt bien intéressant. Mais il faut partir de la connaissance de soi. La connaissance de soi, évidemment, on se connaît dans les grandes lignes, mais lorsqu'on va aller plus loin, on peut utiliser des tests qui sont validés scientifiquement, évidemment, qui nous permettent de se connaître plus en profondeur à plusieurs aspects. Tous les grands actuellement, toutes les sommités mondiales en psychologie s'entendent pour dire qu'il faut tout le temps partir du noyau central, qui est les réflexes naturels, et après, on greffe des connaissances, on va développer des habiletés, on va développer des compétences, etc. Mais plus on part du noyau central, plus on met les chances de notre côté en termes d'individus et d'organisation. On sait également que la majorité des entreprises actuellement, c'est des statistiques. Vous allez tomber sur le dos, mais ce sont des statistiques très réelles. 90 % des embauches sont basées seulement sur une entrevue dite d'à peu près 20 minutes. Okay? C'est sûr que là-dedans, il y a du recrutement de masse, etc., mais il reste que ça fait partie du recrutement et que ça donne uniquement 14 % de chances de succès au bout de la ligne. On sait que si on va plus loin, qu'on vérifie des références, qu'on utilise des tests validés, qu'on va vérifier les habiletés en entrevue, qu'on regarde les intérêts de l'individu et qu'on est capable de comparer une personne à des normes de poste, etc., on augmente. Il y a un crescendo, ça augmente évidemment les chances de succès de moins se tromper, autant pour l'individu que pour l'organisation. Ce qu'il faut retenir là-dedans, encore une fois, la raison pourquoi je voulais démontrer ça, c'est qu'on revient tout le temps à ça. Plus la personne est heureuse dans ce qu'elle fait, moins le taux de roulement est élevé. Et puis s'il y a un taux de roulement élevé, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens, pour les individus? Ça veut dire que c'est parce qu'ils n'étaient pas heureux s'ils ont quitté, etc. Donc, c'est la même chose ici. On donnait juste une autre statistique très conservateur, où on dit que 30 % du salaire, que ça coûte environ 30 % du salaire. On sait qu'il y a d'autres statistiques qui disent que ça va de 93 à 200 % Nous, on y va très conservateur, puis on dit un salaire annuel moyen de 40 000 avec un taux de roulement de 8 % dans une organisation ou dans une division de 200 employés, bien, ça monte vite. Ça monte vite en termes de coût pour une organisation, puis ça monte vite en coût aussi de déception pour un individu qui va d'un poste à un autre puis qui dit « je pensais que c'était pas ça » ou « je pensais que c'était d'autres choses ». Je vais vous passer une feuille, OK? Sur cette feuille-là, il y a des dimensions. Je vais vous demander je vais expliquer la dimension, OK? Suite à ça, je vais vous demander de vous auto-évaluer pour connaître vos réflexes naturels le plus possible. Pour qu'après, à la fin des explications des dimensions, là, que ça va durer une dizaine de minutes, une quinzaine de minutes, à la fin, je vais vous demander, comme exercice, puis qui va vous appartenir à vous, de prendre 3 dimensions où vous dites « Wow, ceux-là, je le sais que je suis comme ça, puis mon travail me demande l'inverse. » Et je vais vous demander d'en prendre 3 où vous allez dire « Tabarouette, ça, mon travail me le demande, puis ça, j'aime ça. Ça, je me sens bien là-dedans. » Okay? La première dimension, on dit pratique conceptuelle. Okay? Ce qu'on veut dire par là, c'est est-ce que vous êtes stimulé, exemple, constamment par des défis intellectuels? Évidemment, je vais passer vite dans les extrêmes, mais juste pour schématiser. Si vous dites, moi, là, c'est un des aspects qui me stimule beaucoup, j'aime ça constamment, mon mode d'apprentissage de façon abstraite, toujours au niveau stimulé par des défis intellectuels, constamment, vous dites, non, moi, je suis pratique,
J'aime ça y aller par essai-erreur, j'aime ça dans l'opération, j'aime ça, si je l'ai besoin, je vais aller suivre telle formation, tel cours. Je suis pratico-pratique ou je suis plus stimulé par des défis intellectuels constamment. Donc, la première dimension, qui est pratique conceptuelle, est-ce qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? Pas du tout. Pas du tout. Mais ça dépend du poste que vous occupez. OK? On s'en va à la deuxième, qui est adaptable traditionnel. OK? Ce qu'on veut dire par là, est-ce que vous êtes une personne qui, exemple, si vous êtes très, très, très adaptable, est un agent de changement, mais constamment un agent de changement? Vous n'aimez pas être encadré, vous n'aimez pas suivre les cadres de référence, vous aimez tout le temps et constamment sortir du cadre de référence. Vous aimez également créer, innover constamment. OK? Versus traditionnel, où la personne va aimer davantage être dans un où il y a déjà un encadrement, où il y a des structures établies, où il y a quand même c'est noir, c'est blanc, c'est plus structuré, plus ordonné, etc. Donc, où vous pensez que vous vous situez? Un exemple dans le concret, vous êtes tous déjà allés au cinéma, il y a 25 personnes dans le file, puis il y en a un qui dit « Hey, je n'attendrai pas 25 personnes. Comment je peux bypasser le système, entre guillemets? Je connais-tu le petit gars, la petite fille en avant? » Bien, c'est sûr que là, vous êtes plus adaptable si vous êtes comme ça. Puis si vous dites « Hey, attends comme tout le monde la ligne, là, il y a des règles, attends la ligne », bien, c'est sûr que vous êtes plus l'autre bord. Mais on peut être entre les deux. OK? Maintenant, retenez tout le temps, puis ça, vous le demanderez à votre conjoint ou conjointe, on a tout le temps les défauts de nos qualités, puis les qualités de nos défauts. On ne peut pas s'en sortir. Donc, auto-évaluez-vous sur cette deuxième dimension-là. La troisième, on parle davantage de comment la personne est. Est-ce qu'elle est plus spontanée ou organisée? Ça, c'est vraiment important parce que dans le travail, évidemment, on dit, est-ce qu'on cherche toujours à planifier dans le détail? Ou à l'inverse, vous dites, non, moi j'aime ça faire beaucoup de dossiers en même temps. J'aime ça les urgences. Je peux travailler un dossier, prendre mes appels, retourner des appels. J'aime ça comme ça. L'autre va dire, non, moi de 9 à 10, je fais ça. De 10 à 11 et demi, je fais ça. Qui est mieux? Très différent. Il n'y en a pas un qui est mieux. Mais je peux vous jurer que si la personne qui est très, très, très spontanée, puis qu'elle est dans un environnement où on lui travaille, où on lui demande un travail de minutie, de fond continuellement, c'est sûr qu'on va finir par la brûler, c'est sûr. Et à l'inverse aussi, quelqu'un qui est très, très, très spontané, puis qu'on lui demande du travail de minutie constamment, bien, vous allez aussi avoir beaucoup de difficultés. Il y a des gens qui nous disent, « Moi, mais Michel, il me semble que je ne suis pas pareil au travail qu'à la maison. Okay? Il me semble qu'à la maison, je suis moins organisé qu'au travail ou l'inverse, ou etc. » Là, on dit, « Bien, c'est où tu forces plus? » C'est sûr et certain. OK? Rappelez-vous, j'aime toujours faire la joke, rappelez-vous toujours une nouvelle relation de couple, parce qu'à un moment donné, ça existe, c'est que le premier 3 mois, les gens sont moins au naturel. Hein? Ou les gens, exemple, qui seraient très, très spontanés, puis le premier 3 mois qu'il reste avec quelqu'un, il enlève son veston, puis là, il va le placer tout de suite à la bonne place, puis etc., etc. Au bout de 3 mois, qu'est-ce qui arrive, vous pensez? S'il est spontané à 1 ou 2, le veston, il va sur le fauteuil, puis etc. C'est sûr et certain. Okay? À l'inverse, l'autre, qui est très, très, très ordonné, organisé, structuré, puis que là, je vais l'exagérer. Là. Puis l'ustensile, elle va comme ça, elle va pas comme ça. Les premiers 3 mois, c'est pas grave, mais après 3 mois, ils vont dire non, c'est là qu'elle va. Mais qui dit qu'elle va là? C'est comme ça, mais dans le travail, c'est la même chose. Parce que si on va plus loin, puis ça, c'est très, très, très important. Si vous travaillez avec un collègue, on a tous déjà travaillé avec un collègue, puis si vous dites, bien, moi, je suis plus spontané qu'organisé, admettons, bien, celui qui serait organisé, bien, on dit tabarouette qui s'enfarge d'un fleur du tapis. Puis à l'inverse, celui qui est très, très organisé, il va dire du spontané, tabarouette qui est brouillon puis qui est à la dernière minute.
Qui a raison? Mais ça peut créer de bonnes frictions, puis ça peut créer de l'animosité, puis etc., etc., etc. Pensez-le même avec vos enfants, c'est la même chose. Mais dans le domaine du travail, bien, c'est bien évident que plus on se connaît, puis qu'on dit non, c'est parce que je suis beaucoup plus à l'aise dans un travail de minutie, de fond. Toi, tu es plus à l'aise dans un travail qui va demander des urgences rapides, de retourner de bord rapidement. Donc, on va être complémentaires au lieu d'être en grippe. Mais quand on en prend conscience, ça change toute la dynamique d'un travail. Donc, ça, c'est un point quand même très, très, très important. Dites-vous aussi, des fois, pour s'aider à s'auto-évaluer, si vous iriez faire un voyage en Europe 3 semaines, est-ce que vous êtes le style à dire « Moi, là, j'achète tous les Michelin, puis je sais que je vais aller visiter, qu'est-ce que je vais faire, partout où je vais aller coucher, les hôtels, les auberges, les ci, les ça. » Vous vous dites « Moi, c'est from nowhere, si j'aime ça, puis je m'en vais à l'inconnu. » Mais c'est très différent. Très, très différent. OK? Auto-évaluez-vous. Donc, spontané organisé. Puis là, évidemment, on ne rentrera pas dans ce détail-là, mais juste pour vous donner un exemple. Quelqu'un qui serait très, très traditionnel, organisé, qui travaille avec quelqu'un de très adaptable, spontané, bien, c'est deux extraterrestres très, très, très différents. Très, très, très différents. OK? Si je vous demandais, est-ce que vous pensez que les contraires s'attirent, fonctionnent mieux, ou c'est mieux l'inverse, d'être plus semblables? Il n'y en a pas de bonne réponse. C'est vraiment de dire, de bien se connaître l'autre, puis d'accepter nos différences, puis à laquelle on est capable de dire c'est complémentaire ou pas aussi. Parce que si on est deux très, 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 très organisés, traditionnels, bien, il n'y aura pas trop d'urgence dans notre vie, c'est sûr et certain. Okay? Et à l'inverse, si on est les deux adaptables, spontanés, il n'y aura pas beaucoup de planification pour la fin de semaine prochaine, c'est sûr aussi. Okay? Mais c'est comme ça. Maintenant, si on va plus loin, l'autre dimension, c'est, on parle, est-ce qu'on est plus d'équipe ou on est plus style compétitif résultat? OK? Si je suis plus d'équipe, c'est que d'emblée, j'aime rendre service beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ou si je suis très, 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 très compétitif, bien, ça me donne-tu quelque chose? J'exagère, mais pas beaucoup. Je suis plus individualiste si je suis compétitif résultat que si je suis team. OK? Cette dimension-là, elle est importante aussi, parce que des fois, il y a des gens qui disent « Il me semble qu'il est donc individualiste ou est donc individualiste », puis l'autre va dire « Bien, tabarouette, il me semble que ça n'accouche pas, que c'est juste pour protéger tout le monde, faire attention à tout le monde. » Mais effectivement, c'est deux personnes qui, je vous dirais, qui pourraient, à une certaine façon, faire le même emploi, mais complètement pour des raisons différentes puis des motivations différentes. OK? Si je vous disais, par exemple, quelqu'un qui est très, très, très d'équipe, ça veut dire que c'est la personne qui veut sentir qu'il rend service, sentir que à la fin de la journée, il faut qu'il sente qu'il ait aidé des gens, qu'il ait aidé dans des situations, dans des causes. L'autre qui est très compétitif, vous avez déjà joué à des jeux de société en famille ou à des jeux... qu'est-ce qui arrive? Il y en a un qui joue pour jouer, pour le plaisir d'être avec les autres, puis l'autre, hey, si tu joues au Monopoly en famille, puis là, tu le vois, c'est qui tu le vois, c'est pas long, là, c'est les plus dynamiques, agressifs, là, on les voit rapidement. Je disais, je fais des expériences avec mon fils. Je ne l'ai pas faite, c'est lui qui me l'a faite, celle-là. Je le coachais au soccer depuis qu'il est très, très jeune. Et à l'âge de 6 ans ou 7 ans, ça faisait 3 années qu'il jouait au soccer, on s'était rendu en finale. OK? J'étais le coach et j'ai 18 parents en arrière aussi que je coach en même temps parce qu'en arrière, les parents, hein, pour ceux qui ont des enfants qui font des sports. Et là, on était rendu au final. Fait qu'il restait 8 parties, 6, 4 ou 2. Moi, en tant que bon parent, je dis, puis j'en ai 18 qui m'écoutent, je dis, l'important, c'est de participer. Puis on est rendu à la finale, c'est le fun. Au moins, on est dans le groupe des finales. Fait qu'on va participer, puis c'est ça qui compte. Là, j'ai mon fils à l'autre bout qui lève la main. Je dis, ouf, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais il dit, papa, il dit, si on gagne, on va participer plus longtemps. Il a 7 ans. Moi, je ne le changerai pas dans ses réflexes. Tout ce que je peux faire, c'est lui apprendre à bien gérer ces réflexes-là. Mais tout le long de notre vie, on a à gérer nos réflexes en fonction
des postes qu'on veut faire ou de l'évolution qu'on veut faire dans le domaine professionnel, par exemple. Mais je ne le changerai pas. Il est comme ça à 7 ans, il est comme ça à 12 ans, puis il va être comme ça à 20, puis etc. OK? Donc, êtes-vous plus une personne qui va aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup rendre service ou compétitif, puis vous jouez pour gagner, ou entre les deux? L'autre dimension, sécurité, défi, ça nous indique, est-ce que vraiment on est attiré par des projets qui vont comporter des risques? On a fait beaucoup d'études, nous, en tant que firme, au niveau de savoir, exemple, un investisseur. Est-ce que vous le savez, vous allez à la banque, vous voulez acheter des RIR ou avec vos courtiers ou etc., ils vont vous faire passer un questionnaire pour voir si vous êtes quelqu'un qui, votre niveau de risque qui est comment? Êtes-vous quelqu'un de très agressif, dynamique, modéré ou prudent? Bien, c'est la même chose. Selon dans notre vie professionnelle, est-ce que je vais prendre beaucoup de risques pour mon ascension dans une organisation, pour partir à mon compte, pour être travailleur autonome, etc., ou je suis quelqu'un qui va aimer mieux, davantage, une certaine sécurité de base, puis gravir tranquillement s'il y a lieu des échelons, mais à laquelle ce n'est pas une priorité. Suite à ça, l'autre dimension, on parle de conciliant versus affirmatif. Plus je suis conciliant, plus je suis la bonne personne, plus je suis la personne qui veut aider aussi, mais plus je suis la personne qui ne veut pas déplaire. Qu'est-ce que ça veut dire dans le travail? Ça veut dire que lorsque j'aurai des défauts de mes qualités, si j'ai des décisions impopulaires à prendre, ça va me demander plus d'efforts. S'il faut que je mette le pied à terre, ça va me demander plus d'efforts. Donc, si je m'en vais appliquer sur un poste de contre-maître de nuit dans une équipe vraiment coriace, puis que je suis très, très, très conciliant, ça se peut qu'au bout de 3 mois, je sois pas mal fatigué. Ça se peut fort, fort, fort bien, qu'ils vont m'avoir à l'usure. OK? C'est sûr. Mais si je suis très, très, très affirmatif, là, la qualité, c'est que c'est des gens qui aiment prendre le contrôle, qui aiment influencer, qui aiment prendre la pôle, qui ont un profil vraiment plus high profile, etc. Et que les défauts des qualités sont peut-être durs, sont plus durs à gérer. Donc, on est conscient que si on est très affirmatif, bien que des fois, il va nous falloir, prendre un recul versus ce qu'on veut faire ou dire, ou etc. Si je suis très affirmatif à 8-9 puis très volubile, ça se peut que mes compétences d'habileté politique soient moins naturelles. OK? C'est sûr, 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 sûr et certain. Puis là, je fais fi d'autres dimensions, mais il reste que c'est ça quand même. Dites-vous, là, si on va dîner au restaurant, puis on est 4 dans l'auto, puis on se dit, OK, on va-tu au Saint-Hubert, on va-tu au sushi, on va-tu à l'italien, puis quelqu'un va dire, bof, moi, un ou l'autre, puis l'autre va dire, ouais, l'autre va dire, bien, on va au sushi, puis ça tombe bien parce que c'est moi qui conduis. C'est ça les réflexes, OK? Mais dites-vous, encore une fois, il n'y en a pas un qui est mieux, mais ça dépend vraiment dans quel environnement on veut œuvrer. Donc, auto-évaluez-vous. L'autre dimension, confiance, scepticisme. Ça nous indique, est-ce que la personne fait confiance facilement aux gens, aux situations, aux événements aussi? Est-ce que je vais faire beaucoup d'efforts avant de déléguer? Si je suis très, très, très sceptique, ça m'en prend plus pour déléguer. Ou je fais confiance jusqu'à preuve du contraire. On arrive à l'autre dimension, introverti, extraverti. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, bien ça, c'est facile. Moi, je sais, au bureau, je parle pas mal à tout le monde, puis j'ai pas de problème, je suis extraverti. » Puis là, on dit « Ah oui? » Puis là, admettons qu'ils passent le test, puis ils sortent un introverti. Hein? Et pourtant, je connais pas mal tout le monde au bureau. Bien, c'est sûr, ça fait 7 ans qu'on travaille là. Fait que ça a des bonnes chances, OK? Mais il reste que ce qu'il faut savoir là-dessus, c'est est-ce que... Puis prenez tout le temps des exemples, des fois, dans notre vie personnelle. Vous allez en voyage, en couple, puis là, vous rencontrez des nouvelles personnes. Puis là, le soir, le conjoint ou la conjointe dit « Hey, c'est des nouvelles personnes, c'est le fun. On nous a invités à souper, on va aller souper toute la gang. » Puis si vous dites « Ah, non, 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 la paix, là, je veux pas personne. » Ou si vous dites « Hey, c'est stimulant, des nouvelles personnes, go, on y va. » C'est vraiment ça. Dites-vous, il y a des gens qui, naturellement, ont un grand, grand réseau, ont un grand cercle d'amis ou de réseautage,
Puis il y en a d'autres pour qui ça demande plus d'efforts de continuellement créer des réseaux. Dites-vous, si vous iriez, par exemple, dans un colloque, puis vous arrivez là-bas, il y a 200-300 personnes, des tables, puis il faut que vous choisissiez une table pour vous asseoir. Êtes-vous le style de personne à dire « Oh, je connais-tu quelqu'un? Je connais Pierre, de quoi je vais y parler, là? Moi, je vais aller m'asseoir avec, mais de quoi je vais y parler? » C'est sûr que vous êtes introverti si vous pensez à la question-là. L'autre qui arrive, puis il s'assoit à n'importe quelle table, puis qui commence à jaser avec tout le monde, il est plus extraverti. Okay? C'est vraiment la capacité à aller au-devant des autres et non l'aisance sociale. C'est très différent. Si vous engagez un informaticien qui va travailler dans le bureau, puis qui va coder, puis qui a 8 extravertis, c'est sûr qu'il va ouvrir la porte, puis il va aller à la machine à café souvent. C'est sûr, sûr, sûr et certain. Okay? Suite à ça, on dit, en termes de tout ce qui s'appelle la résistance à la pression, et ça peut changer dans le temps. Exemple, si vous passeriez un questionnaire comme ça, aujourd'hui versus dans 6 mois ou il y a 1 an, bien ça pourrait varier les résultats parce que selon la période de vie dans laquelle vous êtes, on va aller voir si la personne, au niveau anxieux ou détendu, est-ce qu'elle vit des choses plus difficiles dans le moment, même qui pourraient drainer plus d'énergie qu'à l'habitude, ou pas du tout. Vous êtes une personne qui est détendue facilement et qui avait une facilité à décrocher. Vous arrivez chez vous, vous n'amenez pas les problèmes du bureau ou vous n'amenez pas les problèmes de la maison au bureau, une facilité à décrocher. Vous partez en vacances vendredi 6 heures, bien 6h10, c'est réglé, vous n'y pensez plus, ou vous y pensez beaucoup plus souvent. Donc, c'est vraiment une échelle qui nous permet, à titre informatif, de nous dire la personne. Exemple, vous engagez aussi un agent de centre d'appel qui aurait 3 suranxieux, il bouge. C'est vraiment la mobilité. Ils ont besoin de bouger, d'évacuer, de vraiment être physique. Bien, c'est sûr que s'il est assis et il a 2 pieds de fil, ça va être court un peu pour la mobilité, c'est sûr, sûr et certain. Versus s'il est plus détendu, va être plus facilement, va être davantage à l'aise dans un travail plus sédentaire à un bureau. Prompt tolérant, c'est vraiment la dimension ici qui nous dit, est-ce que naturellement, je vais juger facilement les événements, les situations, les gens? Est-ce que je suis prompt là, à réagir rapidement? Puis, c'est vrai, j'ai réagi un peu trop vite. C'est vraiment l'échelle plus, des fois, maturité émotive qu'on dit. OK? On le sait que des fois, on se connaît, je grimpe plus vite que la moyenne des ours, ça se peut. Puis, il y en a d'autres qui disent, non, moi, il m'en faut beaucoup avant de grimper. Si on a 18 ans, c'est certain que prompt tolérant ici, c'est sûr que je peux être plus prompt si j'ai 18 ans. OK? C'est sûr, sûr et certain. J'aime toujours donner l'exemple. S'il a 18 ans, puis il est en auto, puis il s'en vient quasiment dépasser sur le trottoir, puis il te recoupe, puis 40 pieds en avant, il arrête en lumière rouge, il est un peu prompt. S'il a 50 ans, puis il fait ça, là, tu te dis, c'est moins mature un peu, OK? Mais ça arrive, OK? Donc, on se dit, où je me situe là-dessus, OK? Versus tolérant, capacité plus grande à tolérer avant d'extérioriser rapidement une situation. Et la dernière dimension, sensible-endurant. Sensible-endurant, c'est vraiment l'échelle qui nous dit chez les gens, est-ce que quelqu'un qui est sensible, c'est quelqu'un qui va avoir une facilité à percevoir ce qui se passe alentour dans une équipe. C'est-tu le bon timing de dire ça? Ils ont une facilité vraiment à percevoir ces éléments-là. Le défaut de la qualité, mais ils vont prendre la critique aussi de façon plus personnelle. Okay? Souvent, on émet une critique qui peut être constructive, bien, ils peuvent la prendre personnelle. Si moi, je suis sensible à 1 ou 2, puis vous dites, Michel, aujourd'hui, ta cravate a manqué ton coup un peu. Bien, si j'étais vraiment sensible à 1 ou 2, je vais arriver chez nous, puis je vais dire, es-tu si laide que ça, ma cravate? Je vais me poser des questions. Si je suis très tough-minded, bien, je vais dire, bien, il a le droit de ne pas aimer ma cravate, c'est pas grave, c'est pas grave. Okay? C'est vraiment comment je prends la critique, exemple.
C'est certain que cette dimension-là, juste pour vous donner un exemple, pour schématiser, à un moment donné, on travaillait avec des centres d'appel, puis il y a eu un numéro, l'entreprise a développé une nouvelle division, un numéro 1-800 plaintes pour tout le Canada. Ce que ça veut dire, c'est que c'est 50-60 appels qui rentrent pour un agent qui a des plaintes, puis des plaintes, des vraies plaintes. C'est sûr que si la personne est sensible, là, c'est la goutte d'eau à tous les jours, 50 fois, 60 fois. C'est sûr qu'au bout de 3 mois, là, vous allez le ramasser à terre. C'est sûr, sûr, sûr. Versus, si on le prend plus endurant, bien, la personne a plus de facilité à ne pas le prendre personnel. OK? Même titre que vous êtes dans un centre d'appel, puis au recouvrement, puis la personne est sensible à un, est conciliante, puis elle fait confiance, bien, c'est probablement pas la bonne personne non plus. OK? Mais si on la place dans un environnement comme ça, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Le taux de roulement va augmenter, la personne ne sera pas heureuse, on va la brûler, puis c'est le cycle qui continue continuellement. De là, l'importance où on dit constamment, mieux on se connaît, mieux on connaît nos talents naturels, bien évidemment, plus on a de chances d'aimer notre poste, plus on a de chances d'aimer notre poste, bien plus on est motivé à le faire, plus on est motivé à le faire, bien au bout de la ligne, tout le monde est gagnant là-dedans. Sauf que c'est rare, et très, très rare, que les gens prennent le temps de regarder c'est quoi qu'on aime vraiment, c'est quoi les aspects de notre personnalité où on se dit, ça, je suis comme un poisson dans l'eau, versus les autres aspects où on dit, là, je comprends pourquoi que ça me tombe sur les nerfs, ce job-là. Là, je le comprends pourquoi que ça, j'aime moins ça, puis que je cadre moins bien là-dedans. Et c'est pour ça que je tenais à faire un petit exercice, puis on ne prend jamais le temps de faire ça, on le sait, pour vraiment faire une petite auto-évaluation pour dire comment je me situe là-dedans. Et à partir de là, je vous demanderais de faire le petit exercice, les 3 places où vous vous êtes auto-évalué, puis vous dites, ça, là, c'est vrai que dans ma job, ça m'en demande des efforts. Puis 3 places, vous dites, ça, je suis comme un poisson dans l'eau quand je fais tel ou tel ou tel aspect de mon travail. Puis rappelez-vous peut-être un poste que vous avez occupé où vous vous êtes dit ou dites, ça a vraiment été le poste où je me suis le plus épanoui. C'est sûr, vous allez retrouver des éléments dans vos réflexes naturels qui étaient beaucoup plus utilisés qu'un poste où vous dites, celui-là, je n'ai arraché pas mal plus. Vous savez également que dans les statistiques, on engage, je vous dirais, à 90 % des embauches qui se font, c'est selon les compétences d'un individu. Est-ce qu'il a développé telle habileté? Est-ce qu'il a telle compétence, telle formation collégiale, universitaire? Y a-t-il 5 ans d'expérience? Y a-t-il ci, y a-t-il ça? On engage pour ça. Puis d'après vous, on désengage pourquoi à 90 %? Exactement. L'attitude, l'adaptabilité, etc. Donc, de là, une des premières diapositives où je vous disais qu'il faut partir du noyau central, les réflexes, et après ça, on dit ça, est-ce que ça correspond à un travail professionnel que j'aime ou il y a plus de moins que de plus? Okay? Outre les compétences techniques qui sont très importantes, mais qui viennent en deuxième rang, versus les compétences dites à conception personnelle qui sont innées. Okay? L'exercice ou le message que je tenais à passer, c'est vraiment, et on l'oublie tout le temps, c'est vraiment de partir de la conception personnelle de ce qui est inné, puis de se dire, bon, bien ça, ce sont des éléments dans lesquels mon travail, pensez tout le temps, maths, français, là, mon jeune, là, 80 % faut que ça roule dans vos réflexes naturels, sinon, vous allez atteindre un taux de tolérance qui sera pas profitable pour vous, parce que c'est là l'épuisement professionnel. C'est là où on n'est pas à l'aise, puis qu'on se lève le matin, puis qu'on est moins motivé à aller au travail. C'est la même chose, l'analogie avec l'enfant. Pensez-y, c'est exactement la même chose. Si on regarde ici, peut-être même ici, les prochaines actions, dans le fond, là, que je vous suggérerais avec toute l'humilité, là, mais dans le but du processus, c'est de connaître davantage nos réflexes naturels,
d'identifier malgré tout certaines pistes d'amélioration. Et les pistes d'amélioration peuvent être de dire, bien, je vais chercher plus en fonction de mes réflexes, des mandats ou des projets qui correspondent davantage à ça. Apprendre à travailler avec ses forces davantage qu'avec tous les points à développer. Ne pas chercher à remonter constamment le courant. On le sait, si on s'en va nager contre le courant dans une rivière, mais qu'est-ce qui arrive? C'est sûr que je vais me fatiguer plus vite que si je le suis le courant. C'est évident. C'est les réflexes naturels. Bien connaître ses collègues, puis là, je ne l'ai pas écrit, mais moins juger, moins porté à juger et de voir plutôt les complémentarités. Parce que souvent, quand il y a quelque chose qui nous tombe, je vais utiliser le mot, plus sur les nerfs de quelqu'un, c'est parce que des fois, c'est l'antithèse de nous. Puis pourtant, ça serait complémentaire davantage que d'être l'animosité. Dans le couple, avec les enfants, c'est la même chose. Et valider votre profil contre les caractéristiques du poste que vous occupez, qui est un petit peu l'exercice que je vous disais, allez sortir 2-3 points où vous dites ça me demande plus d'efforts compte tenu que je suis bâti comme ça. Et ça, je suis vraiment plus comme un poisson dans l'eau. Je vais chercher à essayer d'avoir plus de projets ou de responsabilités en fonction de ces réflexes-là davantage. C'était le but aujourd'hui de vous passer le petit message. Évidemment, c'est très, très, très court. Là, ils me font des signes là, qu'il ne reste plus de temps pour essayer de passer un message. Mais vraiment, c'est plus on est heureux dans ce qu'on fait, et pour ça, il faut se connaître, bien, plus on est motivé à le faire. Puis, c'est la même chose, je vous dis, j'aime toujours passer le message pour les enfants. Plus on l'utilise dans ses forces naturelles, plus il est motivé, moins il y a de décrochage scolaire, etc. Donc, merci tout le monde.